Bonjour et bienvenue à tous. Merci d'avoir patienté ces quelques minutes. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous sommes en direct de la maison de champagne Castelnau à Reims pour débattre de la question du biocontrôle appliqué à la viticulture. Cette table ronde est organisée à la demande de Cériance, l'agronome semencier qui travaille la question du biocontrôle en viticulture depuis plus de 20 ans, comme va nous l'expliquer Denis David, qui est directeur général de Cériance. Merci d'avoir répondu en nombre à ce colloque biocontrôle, qui est une première pour Cériance. Aujourd'hui, vous êtes plus de 150 en présentiel, de plus les connexions à distance. Merci beaucoup pour cette mobilisation. On sent que le sujet interroge naturellement. Vous êtes les dignes représentants de la filière agricole, avec différents acteurs, prescripteurs, viticulteurs, distributeurs. Merci pour cette diversité. Ça va être un moment important de partage sur ce sujet qui est important, comme le titre l'indique, biocontrôle avançons. Donc en deux mots, on pose bien le sujet. Merci aux experts et vignerons d'avoir accepté de participer à cette table ronde que Marianne va animer tout à l'heure. Alors, juste un point sur Cériance et le biocontrôle. C'est une aventure d'une vingtaine d'années. À l'échelle du développement agricole, c'est court, mais ça fait 20 ans que l'on réfléchit et que l'on porte ce sujet. C'est né d'une conviction, il y a plus de 30 ans, la conviction suivante, une conviction et une vision, que l'agriculture devait évoluer dans ses pratiques vers des pratiques plus durables, tout en maintenant la compétitivité et la performance des systèmes agricoles et en l'occurrence viticoles aussi. Donc c'est parti de ça. Et puis il y a une vingtaine d'années, un petit peu plus d'ailleurs, nous avons beaucoup développé un système de couverture de sol, les couverts végétaux, dans différents systèmes de culture, dont la vigne. Et c'est ce qui nous a amené aussi à cette réflexion agronomique et en lien avec aussi la protection de la vigne. Et il y a 20 ans, on a commencé nos premiers travaux dans cette voie-là. Donc, vous voyez, c'est pas d'aujourd'hui. On ne s'est pas révélé récemment. Ça fait 20 ans. Donc voilà, pour expliquer un petit peu d'où on vient. Cériance, en quelques mots, c'est trois grandes activités que, comme l'a indiqué Marianne, notre approche c'est l'agronome semencier. On est à l'origine un semencier. Avec cette activité semence que vous voyez ici. Ensuite, nous avons une activité prestation de production de semences multi-espèces, et puis cette activité de solution, ou je serais tenté de dire plutôt de biosolution, qui est une activité plus récente, mais qui est en essor. Donc Cériance aujourd'hui, c'est une entreprise qui est basée dans les Pays de Loire, qui a plus de 50 ans d'existence. C'est 330 salariés, 115 millions d'euros de chiffre d'affaires et environ 7% du CA, du chiffre d'affaires réinvesti en recherche et développement. Concernant notre dynamique d'innovation collaborative, ça fait à peu près une trentaine d'années que nous investissons dans la recherche, qui va de la création variétale jusqu'au développement de biosolutions dont on va parler aujourd'hui. En s'appuyant sur une dynamique collaborative, ça c'est une particularité aussi. Nous travaillons avec beaucoup de recherche publique et privée. On a été, avec beaucoup de modestie, on a été un acteur pionnier, un des acteurs pionniers de l'agronomie et de la bioprotection de la vigne, parce que je vous dis, il y a plus de 20 ans qu'on a commencé dans cette voie-là. L'agronomie, c'était au travers de l'approche des couverts végétaux dans les vignes. Où on a vu des effets divers et variés des services rendus par ces couverts à la vigne, qui allaient jusqu'à la bioprotection pour certains cas. Et puis les solutions alternatives que l'on a commencé à développer au travers du biocontrôle et des adjuvants biosourcés pour la pulvérisation. Donc voilà d'où nous venons sur le sujet de la vigne et du biocontrôle. Donc aujourd'hui, pourquoi ce colloque ? C'est partager des expériences et des visions d'experts qui sont là en viticulture, qui vont nous faire part de leurs expériences et de leurs visions.
vous faire part de nos dernières avancées techniques et technologiques en biocontrôle. Voilà, c'était l'occasion aussi de cette rencontre. Et puis surtout, c'est échanger sur les leviers de développement du biocontrôle de la vigne, puisqu'on voit bien que, on va dire, c'est une activité émergente, aujourd'hui à l'échelle de la protection, mais qui progresse et qui va s'accélérer certainement. Mais il y a un certain nombre de verrous et de, on va dire, de pratiques à améliorer. Donc voilà, donc c'est l'occasion de cet échange. Merci et puis bon colloque. Et ces dernières statistiques des achats de substances actives témoignent du véritable virage agroécologique pris par les agriculteurs de l'Hexagone et en général, et les vignerons en particulier. Et de nouvelles habitudes qui sont d'ailleurs confirmées par la toute récente étude BVA qui a mis en évidence que 80% des viticulteurs utilisent des produits de biocontrôle aujourd'hui. Conduire son vignoble sans pesticides de synthèse est-il pour demain ? En d'autres termes, le 100% biocontrôle, réalité ou utopie ? On en parle aujourd'hui avec notre plateau d'invités. Je commence par Marielle Adrian. Marielle, vous êtes professeure à l'Institut universitaire de la vigne et du vin, Université de Bourgogne, et vous êtes spécialiste des questions de biophysiologie et santé de la vigne. C'est cela. Merci, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Marielle. Et à vos côtés, Émilie Lascaux. Émilie qui est chargée de projet solutions chez Serience. Bienvenue à vous. Merci, bonjour à tous. Nicolas Aveline à ma gauche, qui est également avec nous. Nicolas, vous êtes ingénieur au pôle Aquitaine de l'IFV et expert de la santé et de la nutrition de la vigne. Bonjour. Bonjour Nicolas. Et nous avons également la chance d'avoir avec nous deux viticulteurs qui ont accepté de nous faire un retour d'expérience sur leur pratique. Alors, David Durelier à la tête du château La Varrière en Anjou. Bonjour. Bonjour. Et Cédric Missé qui joue quasiment à domicile, puisqu'il dirige la maison de champagne Missé. Donc, les gens qui disent génération et viticulteurs depuis 4 générations. Bonjour à tous les deux et merci encore d'avoir accepté notre invitation. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous vous rappelons que vous pouvez interagir et poser vos questions, mais à la fin de la table ronde. Donc, si vous nous suivez à distance, c'est très simple. Il vous suffit de taper votre question dans l'outil grâce auquel vous vous êtes connecté. Et si vous avez la chance d'être avec nous en présentiel, nous vous passerons le micro de manière à ce que vous vous adressiez directement à nos experts. Première question pour lancer les choses. Pourquoi parle-t-on autant de biocontrôle aujourd'hui en France ? Quels sont les enjeux ? Nicolas ? Alors, oui, effectivement, c'est vrai qu'on parle souvent du biocontrôle aujourd'hui. C'est pas quelque chose de nouveau, hein, ça a été rappelé en introduction. Là, le biocontrôle, maintenant, ça fait quand même quelques années que le statut existe. Mais il faut se remettre dans le contexte, en fait. Hein. Pourquoi on veut travailler avec le biocontrôle ? On est dans un contexte de réduction des intrants phytopharmaceutiques qui ont le désavantage d'avoir des impacts négatifs sur l'environnement et la santé. Donc ça fait quand même plus d'une quinzaine d'années maintenant qu'on travaille sur cette réduction. Et le biocontrôle peut être un des leviers, hein. Il y a plusieurs leviers, mais le biocontrôle est avancé comme un des leviers qui peut nous aider à réduire ces intrants en proposant des méthodes, des produits alternatifs avec un moindre impact sur l'environnement et la santé. Ça, bien sûr, ça concerne les consommateurs hein, qui veulent des démarches plus durables, mais aussi les agriculteurs, les viticulteurs en général, les salariés. Et aussi, nous, c'est une problématique qu'on va revenir assez souvent, c'est le problème des riverains aussi, hein, des gens qui habitent à côté des parcelles de vignes et qui s'inquiètent des pratiques qui sont réalisées par les viticulteurs. Donc ce levier biocontrôle, il est vraiment mis en avant, notamment par la France, hein, par les pouvoirs publics, puisque c'est un statut franco-français, le biocontrôle, hein, cette définition, et il y a tout un travail qui est mené pour justement élargir cette définition au niveau européen, pour avoir une harmonisation et travailler sur ces leviers. Il faut aussi dire que le biocontrôle, c'est une opportunité pour la France. Hein. Ça a été rappelé notamment lors de la publication d'une feuille de route de déploiement du biocontrôle, maintenant il y a 2 ans ou 1 an et demi, si je ne me trompe pas, où donc l'État avance toute une série d'actions pour développer le biocontrôle. Et il y a aussi donc cette partie d'opportunité économique, hein, de développement de ces produits. Et la France veut être leader dans ce domaine-là en encourageant les entreprises, les PME, les startups, pour développer le biocontrôle. Donc il y a vraiment des enjeux très lourds et très importants. Vous avez vu aussi qu'on a changé quand même en une dizaine d'années de plusieurs gouvernements, et cette tendance a toujours perduré. Alors Nicolas, on parle des attentes des consommateurs, mais
Il y a aussi une pression réglementaire, quelque part, qui ouvre à ces nouvelles pratiques. Bien sûr, oui, on voit bien que depuis plusieurs années, on diminue les molécules actives, les substances actives qui sont les plus préoccupantes. Le nombre de produits se restreint, même si encore en vigne, il nous reste quand même quelques produits. Mais on voit bien qu'on a besoin d'alternatives importantes pour pouvoir proposer des itinéraires moins impactants pour l'environnement et la santé. Donc, bien sûr, il s'est accompagné de mesures qui sont peut-être un peu plus restrictives pour les viticulteurs. Mais voilà, on développe des alternatives et à côté aussi, on essaye de diminuer le recours aux intrants classiques. Et je me tourne vers nos viticulteurs, justement. Bon, vous êtes de régions différentes, l'Anjou, la Champagne, mais est-ce que vous avez des attentes? Vos attentes sont différentes vis-à-vis du biocontrôle ou de ce que demandent vos clients, les consommateurs? Alors, effectivement, c'est un mouvement de fond et qui s'arrêtera à mon avis jamais. Mais on est passé, et là je parle pour la consommation de vin français, pas forcément champagne, mais on est passé d'une consommation où on consommait du vin de table avec des quantités assez importantes. Et puis en 30 ans, on a vu des AOC arriver un peu de partout. On est monté en qualité et le boire moins, mais boire mieux. Aujourd'hui, on est en plein dedans. Et effectivement, le consommateur a vraiment une demande, ça c'est global. Je pense que l'effet Covid a en plus un peu accéléré le système, mais les gens ils prennent le temps de savoir ce qu'ils vont consommer et ils font extrêmement attention à leur santé. Donc on est complètement dans le collimateur. Il faut être clair aussi, le vin c'est pas un produit vital, donc au contraire, il faut qu'on soit irréprochable. Et donc nos clients, moi ce qui me concerne sur le champagne, on a vraiment finalement assez rapidement, en 10-15 ans, on a vu complètement le phénomène changer. Quand j'étais plus jeune, les clients ils venaient à la maison, ils remplissaient le coffre, on remplissait de bouteilles. Aujourd'hui, on ouvre le coffre, il y a 6 bouteilles de ça, 3 bouteilles de ça. Enfin, ils vont chercher des petites perles, voilà, on consomme moins, mais et donc une consommation différente. Et le questionnement de la clientèle est complètement différent. Sur les pratiques aussi. On est un petit peu, voilà, il faut que les pratiques soient vraiment les plus clean possibles. Et en Anjou, du coup? Et donc en Anjou, on est effectivement sur le même phénomène. Les clients aujourd'hui, ils s'attendent à des produits plus propres, une agriculture entre guillemets plus écologique. Évidemment, le biocontrôle rentre complètement dans nos pratiques. Ça nous permet de réduire fortement notre impact sur l'environnement. Et puis, il y a un autre point un peu clé, c'est que grâce au biocontrôle, on rentrera certainement beaucoup plus facilement dans les labels, dans les labellisations. Je pense en particulier au HVE et éventuellement même à l'agriculture biologique, en nous permettant d'avoir un accès à la lutte phytosanitaire un peu plus large. Alors justement, biocontrôle, agriculture biologique, finalement, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que le biocontrôle? On le disait tout à l'heure, c'est une exception française. Alors, pour y voir plus clair, je vous propose un éclairage d'experts, justement, sur ce qui se cache derrière ce terme. On commence par vous, Marielle. Quelle est la définition du biocontrôle et quelles sont les catégories de solutions concernées ? Alors justement, le biocontrôle a été défini comme un ensemble de méthodes de protection des végétaux, donc la vigne bien sûr, qui repose sur l'utilisation de mécanismes naturels pour maîtriser les bioagresseurs. Donc l'idée n'est pas de systématiquement éradiquer l'ensemble des agresseurs, quand cela est possible, mais au moins d'en maîtriser les populations. Alors 4 grandes catégories de solutions, de produits de biocontrôle ont été définis. Une catégorie un petit peu particulière, les macro-organismes, donc ce sont des auxiliaires, il peut s'agir d'insectes, d'acariens, et catégorie particulière dans la mesure où ils ne sont pas reconnus comme des produits phytosanitaires en tant que tels et n'ont donc pas besoin d'une autorisation de mise sur le marché pour être distribués. Ensuite, on a les 3 catégories qui, elles, relèvent du produit phytosanitaire, à savoir les micro-organismes, donc il peut s'agir de champignons, de bactéries. Ils peuvent avoir des modes d'action différents, on y reviendra. Ça peut être de la compétition, de l'antibiose, par exemple. Et on peut citer des souches de bacillus,
par exemple, qui peuvent être effectivement utilisés, ou de trichoderma. On a les médiateurs chimiques. Donc là, typiquement, l'exemple qui peut être cité en viticulture, ce sont les phéromones qui sont utilisés en confusion sexuelle pour lutter contre les tordeuses. Donc ce sont des produits qui sont généralement utilisés dans des pièges ou dans des diffuseurs. On connaît tous les racks qui peuvent être disposés dans les parcelles. Et puis, dernière catégorie, les substances naturelles qui peuvent être d'origine végétale, animale ou encore minérale. On peut citer des huiles essentielles, le kosoga, donc phyto-oligosaccharides, et puis encore le soufre ou phosphonate de potassium, par exemple. Donc, de nombreux produits. On voit qu'effectivement, l'éventail est très large. Mais quels sont ceux qui sont applicables en viticulture, Nicolas ? Alors, si on regarde la liste qui est publiée par le ministère de l'Agriculture chaque mois, on a énormément de produits en fait qui sont développés sur toutes les cultures. Mais si on sort les produits spécifiques pour un usage vigne, on a quand même pas mal de produits disponibles. On revient juste sur les modes d'action. Marielle a parlé de différentes catégories. Vous voyez aussi qu'il y a différents modes d'action. On va être très décalé parfois par rapport aux produits chimiques classiques, j'allais dire, où on a une action parfois biocide, donc une action directe qui va tuer directement le ravageur ou le pathogène. Mais ça, c'est une partie des modes d'action. On trouve d'autres modes d'action, notamment la stimulation des défenses des plantes. On en reparlera tout à l'heure, mais qui passe par la vigne. En fait, c'est la vigne qui va être activée. Les défenses de la vigne vont être activées pour résister aux pathogènes et aux ravageurs. On trouve aussi tout ce qui est modification de l'environnement, comme la compétition, la répulsion, des barrières physiques qui vont modifier l'environnement pour que les pathogènes ne s'installent pas sur la vigne. On a parlé de la confusion aussi, où là, on va jouer sur le comportement finalement des ravageurs. Vous voyez qu'on est vraiment sur des modes d'action assez différents de la lutte chimique. Et ça va induire notamment, on en parlera tout à l'heure aussi, des choses comme de l'efficacité partielle. Vous voyez que ce sont des méthodes qui sont indirectes, donc elles ne vont pas être efficaces toujours à 100%. On ne va pas éradiquer, c'est la définition du biocontrôle. On ne cherche pas obligatoirement l'éradication, mais plutôt un équilibre entre les populations. Une efficacité partielle, donc, et parfois des variations aussi d'efficacité qui sont dues à des éléments extérieurs. Donc ça sera très important tout à l'heure pour discuter de ça. Et donc, si on vient sur les grands types de produits qu'on a disponibles, on va retrouver notamment, si on regarde le petit diagramme, je ne sais pas si la régie peut nous envoyer la deuxième diapo, voilà, on va retrouver une grande partie de substances naturelles. Vous voyez, plus de la moitié des produits utilisables en vigne en biocontrôle sont des substances naturelles. On retrouve après une grosse partie aussi de micro-organismes, une partie qui est en train de se développer, on en trouve de plus en plus. Donc bientôt, je pense qu'on sera quasiment moitié-moitié entre substances naturelles et micro-organismes. Et puis, on va retrouver les médiateurs chimiques qui sont peu nombreux, mais quand même beaucoup utilisés sur la confusion sexuelle. Et je vous ai rajouté aussi, même si c'est pas un produit de biocontrôle, puisque c'est un organisme vivant, un macro-organisme, on a un exemple de macro-organismes qui sont les trichogrammes, qui sont utilisés pour lutter contre les tordeuses, donc je vous les ai fait figurer. Si on regarde maintenant les maladies et les ravageurs qui sont concernés par le biocontrôle, en vigne, on a de la chance, on a quasiment tous les usages qui sont pourvus. Vous voyez, que ce soit mildiou ou idiome, tordeuse, pourriture grise, etc. On a juste deux pathogènes ou ravageurs qui ne sont pas concernés. C'est le black rot, donc une maladie qui était aujourd'hui considérée comme secondaire, mais qui revient maintenant un petit peu en avant. On travaille pour trouver des produits, notamment des produits qui sont déjà homologués sur oïdium, mildiou ou botrytis. Mais on n'a pas d'usage pour l'instant pourvu en biocontrôle. Et puis la cicadelle de la flavescence dorée, on n'a pas non plus de biocontrôle. Là, on est sur un parasite de lutte obligatoire. C'est un peu compliqué pour du biocontrôle. Et pour l'instant, on n'a pas d'usage. Mais vous voyez quand même qu'en vigne, on est quand même assez bien pourvu. Aujourd'hui, on a une grosse quarantaine de produits homologués. Et ça, c'est une chance, effectivement. Donc, on vient d'évoquer les modes d'action originaux, les différents usages, les maladies et les ravageurs ciblés. Pour autant, on en parlait tout à l'heure, Émilie, si les produits de biocontrôle sont le plus souvent utilisables en agriculture biologique, il est important de ne pas confondre bio et biocontrôle. Tout à fait. C'est important de différencier les deux. En fait, l'agriculture biologique est un mode de production, donc qui est rattaché à un règlement européen, le 2018-848. Et donc, en fait, ce règlement va donner un cadre
et va lister en fait un certain nombre de produits qui peuvent être utilisés en agriculture biologique. Le biocontrôle, donc on en a vu la définition. Nicolas aussi l'a mentionné, on a aujourd'hui une liste de produits de biocontrôle, donc un genre de liste positive de produits qui peuvent être utilisés, dits de biocontrôle, et donc qui vont bénéficier de nombreux avantages, notamment les distances de sécurité riverains pour certains d'entre eux. Mais surtout, cette liste de produits de biocontrôle, en fait, elle va intégrer des critères des critères en fait de classement par rapport aux risques pour la santé et l'environnement. Ce qui fait qu'on peut avoir des produits qui sont dans cette liste de biocontrôle. C'est le cas des phosphonates, mais qui ne sont pas utilisables en agriculture biologique. Et à contrario, on peut avoir des produits utilisables en agriculture biologique, c'est le cas de tous les produits cupriques, donc à base de cuivre, qui, eux, ne sont pas utilisables en biocontrôle, en fait, qui ne sont pas des produits de biocontrôle. Est-ce qu'on pourrait parler des biosolutions? Parce qu'elle a un peu le triptyque biologique, biocontrôle, biosolutions. Dites-nous un petit peu ce qu'il y a derrière ce terme. Alors, derrière le jargon SDP, ce sont les stimulateurs de défense des plantes, le messager en est un. En fait, c'est une catégorie à part entière de produits de protection des plantes. Donc on parle vraiment de protection, c'est-à-dire que un SDP va répondre à un stress déclenché par un organisme vivant. Donc ça peut être une maladie, un ravageur, des adventices. A contrario, les biostimulants, eux, vont répondre à des stress abiotiques, c'est-à-dire les stress qui sont issus de l'environnement de la plante. Donc ça peut être des stress thermiques, des stress hydriques, salins. Voilà. Donc c'est vraiment deux choses différentes. La protection d'un côté et, on va dire, la biostimulation de la plante de l'autre. Et pour revenir aux solutions de biocontrôle, on sait qu'elles sont soumises à des AMM, donc des autorisations de mise sur le marché. Pour quelles raisons ? Alors l'AMM, donc déjà tout produit qui est mis en marché doit bénéficier d'une autorisation. Mais l'AMM, donc souvent on parle d'AMM pour les produits de protection des plantes, mais les AMM globalement sont garants quand même d'une qualité et d'une évaluation vraiment scrupuleuse. Donc une AMM, ce qu'il faut savoir, c'est que même un produit de biocontrôle qui va bénéficier quand même d'une évaluation plus rapide, en tout cas au niveau français, il va passer tout ce processus d'évaluation. Donc on a à faire un produit de protection, donc la substance elle-même, la substance active va être évaluée. Donc c'est des processus qui sont lents, lents et longs, qui prennent à peu près 10 ans. Donc au cours de cette évaluation, la substance active, elle va être évaluée sur sa toxicité, sur la dangerosité aussi bien au niveau de la santé humaine que environnementale et de son efficacité. Et puis on a le produit fini, le produit qui va contenir donc cette substance active, qui va lui aussi être évalué et notamment qui va être comparé en termes d'efficacité à des références existantes déjà sur le marché. Et la grosse aussi différence, c'est que quand on a un produit avec une AMM, on a derrière une garantie sur le process de fabrication, la standardisation et la qualité du produit. Le messager, si on parle du messager, effectivement, c'est un produit qui est homologué, donc c'est un produit de protection. Le Kosoga, c'est une molécule qui a bénéficié quand même d'un bagage scientifique solide, puisque ça fait à peu près une vingtaine d'années que la molécule est étudiée, et ça fait 12 ans qu'on étudie le produit au champ. Donc derrière, c'est pour construire un dossier, c'est 4 années d'évaluation. Donc c'est ce que je disais, les produits de biocontrôle en France bénéficient d'un processus accéléré d'arrivée de mise en marché. Mais derrière, c'est tout un package de données conséquentes. C'est au moins 80 essais au vignoble, c'est 5 années d'essais au
au moins 5 années d'essai. Donc voilà, c'est un ensemble de données qui permet de montrer effectivement le sérieux de ces produits. Merci Émilie. Alors maintenant que nous avons redéfini les contours de cette grande famille des biocontrôles, revenons à la question prégnante de ce colloque. Une vigne sans pesticides de synthèse, réalité ou utopie? Le vignoble peut-il se passer de chimie? Marielle? Oui, alors avant de répondre à votre question, je vais repréciser, mais vous le savez, que la vigne est avant tout un organisme vivant et que, tout comme nous, elle est susceptible d'être infectée par des micro-organismes et de tomber malade. Alors vous connaissez les différentes maladies, mildiou ou idiome, pour n'en citer que quelques-unes, mais pas des moindres. Et elle peut également être attaquée par différents ravageurs. Et donc, dans ce contexte, il est bien sûr nécessaire de la protéger pour éviter qu'elle ne s'affaiblisse par ces différentes maladies, et puis également pour garantir une production de raisins. C'est une chose, mais une production de raisins aussi d'une qualité qui puisse être compatible avec une consommation en frais pour les raisins de table et puis pour les itinéraires de vinification pour la production de vin. Et donc aujourd'hui, la protection du vignoble repose essentiellement, mais pas exclusivement, sur l'utilisation de produits phyto de synthèse. C'est la viticulture conventionnelle raisonnée. Alors, j'en arrive à votre question. Peut-on produire sans pesticides de synthèse? Eh bien, assurément oui, et c'est ce qui se fait depuis longtemps déjà en bio ou en biodynamie. Mais elles utilisent également le cuivre qui s'accumule dans le sol depuis plus d'un siècle, ce qui peut poser d'autres problèmes. Et en ce sens, eh bien, le biocontrôle peut apporter des solutions, ne serait-ce que pour diminuer les quantités de cuivre qui peuvent être apportées. Alors attention également, je ne suis pas en train de dire que le biocontrôle est une baguette magique, est une solution miracle qui permettra de révolutionner la protection du vignoble. Et il faut vraiment le voir comme un levier de protection à effet partiel qu'il faudra apprendre à combiner avec d'autres leviers de protection à effet partiel. Et ça sera une clé parmi d'autres vers un enjeu qui est devant nous, qui est celui de la transition agroécologique. Alors, qui dit combinaison de leviers à effet partiel dit qu'il va falloir apprendre à concevoir, à éprouver et à développer de nouveaux systèmes de culture, de production, justement, avec ces différentes combinaisons. Alors, s'il vous plaît, la régie l'a dit d'avant. Merci. Et il va falloir raisonner à l'échelle de la parcelle, certes, mais aussi plus largement à l'échelle du paysage. Alors, par exemple, comme vous le voyez, ces différents leviers, ça peut être les solutions de biocontrôle, on en a parlé, les stimulateurs de défense, les biopesticides, la confusion sexuelle, la lutte biologique. Il y a aussi tout ce qui est prophylaxie et gestion de la végétation pour limiter justement les risques d'infection. Se pose aussi la question des variétés résistantes, quelque chose qui est encore peu développé, les interactions microbiennes et la gestion du microbiote, la lutte biologique par conservation ou encore les couverts végétaux. Alors là, je ne suis pas en train de dire qu'il va falloir systématiquement combiner tous ces leviers, mais c'est un panel qui n'est peut-être pas exhaustif et que, en fonction des contextes pédoclimatiques locaux, en fonction des objectifs de production, un certain nombre pourront être mobilisés et apporter des solutions. Et il faudra aussi que ces nouveaux systèmes de culture soient également économiquement viables, parce qu'il faudra également assurer la durabilité des exploitations, par ailleurs. Donc, et puis, il y a l'acceptabilité derrière qui est liée. Donc, vous voyez que le chantier est très vaste, ça n'est pas simple, et ça demande encore beaucoup de recherche fondamentale en labo, de recherche appliquée sur le terrain. Et ce qui, à mon sens, est le plus important et fondamental, c'est le labo vers le terrain et le terrain
vers le labo. On a vraiment besoin aujourd'hui de croiser les deux pour pouvoir avancer. Alors, parmi les projets de recherche en cours, donc je vais en citer un, parmi d'autres, c'est le projet Vitae, cultiver la vigne sans pesticides. C'est un projet qui fait partie des programmes prioritaires de recherche cultiver, produire autrement, qui est financé dans le cadre du plan France 2030. C'est un projet qui a été initié par François Delmotte, donc INRA et Bordeaux, et puis Hervé Hanin, l'Institut Agro Montpellier, et qui m'ont demandé de les rejoindre pour le piloter. Donc en fait, c'est un projet qui est très large, très pluridisciplinaire. Il fédère une nouvelle communauté scientifique de chercheurs qui appartiennent à 13 laboratoires en France. Et Vitae vise à proposer des innovations. Alors, nous avons défini des innovations techniques, des innovations dites système. Alors, il est clair que voilà, on ne pouvait pas tout lister non plus. Donc, alors notamment la gestion du microbiote, le biocontrôle, qui est aussi au cœur de ce projet, les variétés résistantes. La façon d'exploiter aussi la biodiversité, définir des clés, des outils justement pour la conception de ces nouveaux systèmes de culture, et puis est intégrée également la dimension économique, j'en parlais tout à l'heure, et puis les incitations qui pourront accompagner ces projets. Et toutes ces innovations ont vocation à être intégrées, bien sûr, puisque je vous parlais tout à l'heure de nouveaux systèmes avec des combinaisons de leviers, donc à un moment donné, il faudra bien intégrer tout ça. Et elles viendront également alimenter une approche prospective, puisqu'il faut aussi qu'on se projette dans l'avenir pour mener à bien cette transition agroécologique dans laquelle le biocontrôle a toute sa place. Ce projet Vitae, c'est le tout début ou c'est 2022, 2021 ? Alors, nous en sommes à la deuxième année. Deuxième année. Vraiment opérationnelle. Et c'est un projet qui est prévu sur 6 ans. Sur 6 ans. Alors, bien sûr, c'est un projet qui était spécifiquement dédié à de la recherche plutôt fondamentale, en tout cas pour cet appel à projet, mais il a vocation à être complété, bien sûr, et j'en parlais tout à l'heure, par de la recherche de terrain qui ne peut absolument pas être dissociée de recherche terrain dans tous les vignobles de France. Voilà. Merci beaucoup, Marielle. Et Nicolas, quelle est la position de l'IFV ? Du coup, est-il possible de protéger donc, les vignes sans pesticides ? Je souscris à ce qu'a dit Marielle. Effectivement, aujourd'hui, à part l'agriculture biologique où on est assez proche, on dit on est sans pesticides de synthèse, mais il faudrait peut-être même parler plutôt avec le moindre impact possible sur l'environnement et la santé. Après tout, c'est ça en fait l'important. Et aujourd'hui, on y est presque avec certains modes de culture. On y est presque aussi dans certains cas avec du biocontrôle, par exemple avec la confusion sexuelle, on arrive à remplacer. On ne peut pas faire de la substitution partout. En fait, on aurait aimé ça, se dire voilà, finalement on substitue directement une pratique ou alors un produit par un biocontrôle. C'est pas aussi simple que ça. Donc effectivement, on a encore besoin des pesticides de synthèse ou même de certains produits naturels comme le cuivre par exemple, mais qui ont un impact quand même sur l'environnement qui n'est pas négligeable. On a encore besoin de ces produits-là qu'on va essayer d'utiliser le moins possible et les combiner justement avec ces leviers biocontrôle et pas que, on l'a bien dit, il faut une intégration. C'est-à-dire que nous, à l'IFV, on travaille aussi sur d'autres leviers comme l'optimisation de la pulvérisation, la modélisation des maladies pour savoir quand est-ce qu'il faut traiter au bon moment, etc. Tous les travaux aussi, même des fois plus larges, sur des méthodes par exemple de lutte physique. On a travaillé sur les UV, sur des systèmes de couverture, des choses comme ça, la prophylaxie aussi, tout ce qu'on peut faire en amont pour pas que les maladies, les ravageurs arrivent. Tout ça, il faut combiner ça pour arriver à tirer le meilleur parti de chacun des leviers et de diminuer fortement les intrants. Donc voilà, on va vers ça, c'est sûr, on va vers une vigne sans pesticides, en tout cas avec le moins de pesticides de synthèse possible et surtout avec le moins d'impact possible sur l'environnement et la santé. C'est ça le plus important en fait, le bout du bout. On travaille même sur des indicateurs, justement, sur des itinéraires pour essayer de savoir si on a un impact ou pas par rapport à ce qui se faisait avant sur l'environnement et la santé. Donc voilà, tous ces travaux sont faits. Nous, in fine, on essaie de travailler aussi beaucoup sur de l'intégration avec les viticulteurs
notamment avec les collègues des chambres d'agriculture sur du développement, pour proposer des itinéraires avec des outils d'aide à la décision pour aider les viticulteurs à mettre en place, justement, à intégrer ce biocontrôle dans leur itinéraire. Et si nous parlions de la lutte anti-mildiou, Émilie, la protection plutôt anti-mildiou du vignoble, est-ce que vous pourriez illustrer par un exemple concret ? Oui, alors un exemple concret, c'est le messager, donc qui fait appel donc au Kosoga, à une molécule qu'on appelle le Kosoga. Et donc c'est un stimulateur de défense des plantes qui agit à la fois sur le mildiou et l'oïdium. En fait, ce type de molécule va solliciter l'immunité de la plante, ce qui fait qu'en général, on a une réponse assez large qui peut une réponse sur plusieurs pathogènes. Donc ici, le mildiou et l'oïdium. Si on rentre un peu plus dans le détail du fonctionnement du Kosoga, donc en fait, la molécule, elle tient son originalité par en fait, le fait que ce soit un complexe de deux molécules, deux ingrédients, donc des keto-oligosaccharides et des oligogalacturonanes. Donc en fait, on va mimer ce qui se passe dans la nature quand la plante est attaquée par un pathogène, une maladie. On va avoir naturellement en fait ces composés qui vont se libérer. Et l'intérêt du Kosoga, c'est vraiment d'aller envoyer un signal très fort à la plante, un double signal, de manière à ce qu'elle réagisse très, très vite et très fort. Ici, on voit bien en fait. Donc, stimuler la plante, ça veut dire qu'elle a des capacités, en fait, naturellement, comme nous, on a des capacités à se défendre. Donc, la plante a ces capacités-là, et avec un stimulateur, on va induire un niveau de résistance plus important que ce qu'elle est capable de faire, en conditions normales. En fait, l'ESDP, il va être reconnu au niveau des cellules végétales et il va induire une série de réactions biochimiques dans la plante. Ces réactions, elles vont activer des expressions de gènes qu'on connaît bien maintenant. C'est des outils moléculaires aussi qu'on développe avec la recherche depuis quelque temps. Et une fois que on a activé ces gènes, on va avoir des molécules de défense qui peuvent soit avoir un intérêt antimicrobien, soit jouer en fait sur le renforcement de la paroi, donc jouer un rôle de barrière, avoir un rôle sur la barrière physique pour éviter que le pathogène attaque la plante. Voilà. Donc c'est des modes d'action qui sont quand même assez pointus et assez originaux. Je crois que chez Serience, vous testez l'association donc de cette solution de biocontrôle avec une solution de nutrition. Oui, alors comme le disait Marielle, de toute façon, on est bien conscient que la protection de demain fera appel à plusieurs leviers. Donc depuis 2018, on a un partenariat avec l'entreprise Fraissinet pour tester la combinaison justement de ces stimulateurs de défense des plantes avec des engrais, parce qu'on est convaincu qu'effectivement, une plante qui est mieux nourrie répondra mieux à des stimuli. C'est le cas pour nous, humains, quand on est, on va dire, on se nourrit bien, logiquement, on est en meilleure santé et on répond mieux aux attaques des maladies. La plante, c'est exactement pareil. Et ici, on l'a prouvé depuis 2018, en associant en fait le messager avec des engrais organiques de fond de précision, on peut avoir une protection supplémentaire des fois autour de 10%, voire jusqu'à certaines années autour de 30% sur grappe. Donc c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui n'est pas à négliger, la nutrition des plantes. Alors David, demain les vignes d'Anjou sans pesticides de synthèse avec du biocontrôle, c'est possible ? C'est certainement possible, mais pas complètement à court terme. Je pense que ça a été très bien expliqué. Aujourd'hui, on est sur des solutions globales qu'on doit expérimenter à l'échelle de nos vignobles. On est en train de travailler sur nos vignobles avec des produits de biocontrôle, ce qui nous permet, sur une surface relativement conséquente, 150 hectares, d'arriver à des IFT fongicides entre 4 et 6 suivant les millésimes. Et tout ça grâce à l'application de biocontrôle, le messager entre autres. Aujourd'hui, passer au 100% biocontrôle sur cette surface et avec la limite de nos connaissances, je pense qu'on en est encore loin.
Évidemment, les OAD, ils viennent nous aider. Évidemment, le nombre de molécules qui arrivent sur le marché vont nous emmener vers ce chemin, mais on n'y est pas tout de suite. Je pense qu'il y a aussi, on en a parlé tout à l'heure, l'apparition des cépages résistants, mais là, on est plus sur du long terme. Il y a de l'expérimentation derrière, il y a beaucoup de choses. On va aller, je pense, à terme sur une vigne sans pesticides, mais laissez-nous le temps et surtout, on doit, dans un premier temps, assurer la viabilité économique de nos exploitations. Évidemment. Et donc produire du raisin. Et en Champagne, Cédric, même constat? Forcément le même constat, avec quand même une petite révolution. Je dirais, il y a une quinzaine d'années, il y a un petit paquet de viticulteurs qui ont essayé. Et je dis toujours qu'il faut commencer doucement sur quelques parcelles. Mon papa m'avait confié en 2007 5 parcelles. La première année était compliquée. Mais en fait, on apprend aujourd'hui, grâce au biocontrôle, on a une espèce de formidable boîte à outils. On va pouvoir pêcher dedans en fonction des saisons parce qu'il n'y a jamais aucun millésime qui se ressemble. Et à force d'expérience, avec du bon matériel, avec des équipes formées, réactives, parce que cette nouvelle façon de produire demande une certaine réactivité. Il n'y a plus de samedi, il n'y a plus de dimanche. Donc ça veut dire qu'il faut même, en termes de responsabilité sociale des entreprises, emmener toute l'équipe avec nous. Mais moi, je dirais qu'aujourd'hui, c'est possible. Alors, les années catastrophiques comme on a vécu en 2021, je dirais que même les gens qui étaient en conventionnel dans notre secteur, ça a été extrêmement compliqué. Mais voilà, dans la majorité des cas, on arrive à faire pousser des raisins. Donc voilà le périmètre des solutions de biocontrôle établies, mais en quoi ces pratiques peuvent être valorisées au niveau de la commercialisation, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, avec l'évolution toute récente de la certification HVE et la disparition de la voie B, il y a sans doute un intérêt encore plus manifeste pour le viticulteur d'avoir recours à ces solutions, Nicolas. Oui, bien sûr. On vient de parler là effectivement de la valorisation pour la HVE. Ça a changé là depuis ce début d'année où effectivement la partie administrative pour obtenir la HVE sera supprimée. Et puis il y a des critères maintenant un peu plus exigeants pour avoir ce label HVE. Notamment, il y a quatre grands pôles l'eau, l'irrigation, la fertilisation, la biodiversité, et on retrouve la réduction des intrants phytosanitaires. Donc sur lesquels le viticulteur devra prouver qu'il diminue ces fameux IFT. Donc le biocontrôle a toute sa place ici, comme on l'a dit tout à l'heure, pour diminuer ces IFT. Donc dans HVE, on ne verra pas directement biocontrôle, mais indirectement, le biocontrôle participe. Et donc là, si on regarde cette petite diapositive qui est très simple, mais ça résume un peu les échanges qu'on a eus, il faut qu'on arrive, le challenge du biocontrôle aujourd'hui, vous avez vu, on a quand même pas mal de produits disponibles. Le challenge aujourd'hui, c'est de comment on les fait adopter par la profession. Et il faut vraiment qu'on remplisse cette espèce d'équilibre là, ce triptyque entre, il faut qu'il y ait une certaine protection de la culture, il faut produire du raisin, il faut qu'il y ait un coût de mise en œuvre qui soit quand même acceptable par le viticulteur, et puis bien sûr limiter les effets sur l'environnement et la santé. Ça, à la limite, c'est bon, avec le biocontrôle, on sait que les produits ont des meilleurs profils. Et le coût de la mise en œuvre, peut-être qu'il peut aussi, grâce à la valorisation, justement, être équilibré, parce que ça va peut-être coûter un peu plus cher, ça va demander peut-être plus de temps, plus d'intervention, mais grâce à des labels, grâce au HVE, etc., ça pourra aider le viticulteur à mieux valoriser ses produits. Donc effectivement, la valorisation, c'est très important. Ça passe par des labels, mais ça peut aussi passer par de la communication des viticulteurs. Et là, je vois il y a deux pistes en fait. La première, c'est au niveau à l'échelle de l'exploitation, c'est facile de communiquer vis-à-vis de ses voisins, des riverains qui sont inquiets avec les produits. Ça peut être aussi de la commercialisation quand on est en vente directe. Souvent, les clients posent des questions, donc on peut, grâce au biocontrôle, expliquer les travaux qu'on mène. Vous avez vu qu'il y a plein de possibilités. C'est des modes d'action originaux, donc ça parle aux gens, ça, leur expliquer ça. Ça, c'est la partie vraiment, j'allais dire, à l'échelle exploitation. Et puis, aussi des salariés, il faut effectivement, les équipes sont sensibles aussi à ça. Et puis après, il y a la partie plus extérieure. Après, on voit plus les pratiques, on peut plus les expliquer. Donc, comment valoriser en grande surface, au niveau du négoce, etc. Cette utilisation du biocontrôle, ça passera sûrement par des labels, mais peut-être pas des labels spécifiques biocontrôle, mais plutôt comme le HVE, comme peut-être d'autres labels ou de cahiers des charges qui prendront en compte aussi le biocontrôle.
Cédric, quel est votre avis? Vous êtes en vente directe, je crois? Alors moi, en ce qui me concerne, oui, je vends 100% en bouteille. Et effectivement, on parlait un petit peu de la demande aujourd'hui. Il faut trouver des moyens de valoriser, puisqu'en fait cette viticulture est un petit peu plus coûteuse qu'une viticulture plus conventionnelle. Donc à un moment, il faut réussir à le valoriser. La bonne nouvelle, c'est que par expérience, quand on commence à labourer ses vignes, quand on commence à travailler sur des méthodes où quelque part on diminue légèrement la production, la qualité des vins grandit. Donc ça, c'est une magnifique nouvelle. Et puis, le consommateur n'est pas dupe, il se régale, on va faire simple, avec tous ces nouveaux produits qui arrivent sur le marché. Et donc, ils sont prêts à mettre un petit peu plus cher. Après, dans le monde champenois, pour rebondir un petit peu sur les certifications, on a une chance extraordinaire, c'est que les maisons de champagne qui achètent quand même une grosse partie des raisins, puisque en fait 80% des raisins, des bouteilles de champagne sont vendues par le négoce, alors que 90% des vignes appartiennent aux vignerons. Donc il y a à la vendange une grosse proportion des raisins qui sont achetés par le négociant. Et aujourd'hui, les maisons de champagne mettent des primes assez intéressantes pour encourager tous les types de certifications. Donc, quelque part, ça apporte une sécurité supplémentaire au vigneron qui peut prendre peut-être un petit peu plus de risques ou qui peut éventuellement investir dans du matériel peut-être plus performant et plus pointu pour aller dans cette direction. Et au-delà de ça, toujours pour parler de la Champagne, politiquement, on est en train d'accompagner vraiment le vignoble pour donner encore plus de garanties. Un petit peu ce qu'un biocontrôle va faire. Hein. Je parlais de la boîte à outils, mais la boîte à outils, c'est aussi ça, c'est se constituer une réserve le jour où on a des belles récoltes. Et il faut tout utiliser quand on va aller dans cette direction. Alors, on disait au début du colloque que le biocontrôle était une notion franco-française. Finalement, est-ce que ces pratiques-là, elles trouvent un écho quand même quand vous commercialisez vos bouteilles à l'étranger? Est-ce que c'est un argument auquel vos importateurs sont sensibles? Alors, au-delà même des importateurs, parfois, je le dis souvent, on va dans certains pays et on est surpris des questions qu'on a des consommateurs et à quel point ils sont pointus sur la façon de produire. Et donc, évidemment, la confusion sexuelle, par exemple, en Champagne, on en parle depuis des années. C'est un argument majeur qualitatif que le comité Champagne a commencé à relayer, mais tous les produits du biocontrôle, on parlait des UV, c'est des choses qui parlent aux gens et ça a que des avantages parce que en communication c'est formidable et puis nous ça sécurise un petit peu nos productions. Et David, alors en communication ou valorisation en Anjou, comment ça se passe, hein? Chaque vignoble a son histoire évidemment, hein, et... La communication autour du biocontrôle, elle est variable en fonction des marchés que l'on touche. Hein. Évidemment, quand on est en vente directe face à nos consommateurs, c'est un argument extraordinaire. C'est une façon d'expliquer notre métier et de le valoriser, ça, il n'y a aucun doute. Quand on s'attaque au marché de la grande distribution, évidemment, on ne touche plus le consommateur directement, mais là, pour le coup, des acheteurs, un peu moins, alors sensible à l'environnement très certainement, mais plutôt sensible à la labellisation, la HVE étant de plus en plus souvent une porte d'entrée nécessaire, étant nécessaire pour rentrer chez ces distributeurs-là. Et à l'export, je suis un petit peu moins calé, mais pour m'être renseigné, le label HVE n'existe pas vraiment. Et du coup, ils sont dans l'argumentaire, comme le disait Cédric, très sensibles à ces utilisations de biocontrôle parce qu'ils ont une très bonne connaissance de la culture de la vigne. Ils sont souvent très pointus, nos acheteurs étrangers. Et le biocontrôle sert énormément à nos commerciaux pour argumenter et montrer que l'on sait faire du vin propre. Donc le biocontrôle, un levier finalement de commercialisation quelque part. Donc l'avenir s'annonce-t-il plein de promesses pour ces solutions de biocontrôle appliquées au vignoble France? Comment voyez-vous les choses, Marielle?
Alors, en termes d'avenir, effectivement, j'ai parlé tout à l'heure de nouveaux systèmes de culture, de production. On a parlé de temps nécessaire pour développer ces systèmes. Et finalement, on se pose beaucoup de questions. Quels seront ces nouveaux systèmes? Combien ça va coûter? Combien de temps il faudra pour les mettre en œuvre? Et ces questions, finalement, elles sont tout à fait légitimes dans le sens où on se projette dans l'avenir avec une part d'inconnu. On perd un certain nombre de repères et finalement voilà, ça pose question et je me répète, des questions très très légitimes. Alors, pour apporter des éléments de réponse, une partie des éléments de réponse, je parlais du projet Vitae tout à l'heure. C'est un projet qui a intégré une approche de prospective stratégique. Donc, elle va être initiée par des prospectivistes, et oui, le nom existe. Donc, il va s'agir d'Hervé Hanin, je l'ai présenté tout à l'heure, mais également Françoise Brugière et puis Patrick Aigrin de France Agrimaire qui vont piloter cette approche. Et les objectifs et la démarche vont être directement inspirés de ce qui s'est fait pour un autre projet d'envergure, qui est le projet La Cave, qui, lui, visait à définir des stratégies d'évolution, d'adaptation à un autre enjeu qui est celui du changement climatique. Donc, l'idée, finalement, est de bénéficier de cette expérience pour essayer de se projeter dans l'avenir. Donc, en termes d'objectifs, on a éclairé l'avenir, bien sûr, voir ce que ça peut être, favoriser le dialogue, les échanges interdisciplinaires entre les scientifiques mais également avec les acteurs de la filière, parce que, je l'ai dit, il va falloir intégrer différents leviers, donc intégrer des compétences. Donc, il faut tout décloisonner de façon à pouvoir partager sur nos expériences respectives entre chercheurs. Et c'est pas toujours simple, même entre scientifiques, on n'a pas toujours le même langage et les mêmes approches. Et puis, bien sûr, avec les acteurs du terrain et aider les organisations, la filière et également les décideurs à construire ces stratégies d'évolution vers et cette stratégie de franchissement, de transition agroécologique. Donc au niveau de la démarche, ce qu'ils ont prévu, et ça sera mis prochainement en place, c'est de créer un panel de scientifiques et de professionnels le plus diversifié possible. Là encore, on décloisonne, on fait de l'interdisciplinaire. Ce panel devra construire différents scénarios d'évolution, de transition à plus ou moins long terme, avec différentes propositions. Et ces scénarios seront partagés et devront servir de base justement pour définir les stratégies possibles d'évolution vers une viticulture sans pesticides, en tout cas déjà de synthèse, et définir aussi quels seront les accompagnements nécessaires et les incitations pour pouvoir évoluer vers ces transitions. Et quel est le regard de l'IFV, Nicolas? Je souscris à ce qu'a dit aussi Maria. Je pense qu'effectivement, on essaie de... Moi, ce que je vois aujourd'hui, on a énormément de travaux à l'IFV sur le biocontrôle, aussi bien sur essayer de retrouver l'efficacité des produits, mieux comprendre les modes d'action, donc des choses très très en amont. On va travailler avec l'INRAE, avec des universités. Vous pouvez nous en citer quelques-uns? Par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure du Black Rot qui n'avait pas de produit homologué pour l'instant en biocontrôle. On a retravaillé avec un collègue de l'IFV en Charente pour essayer de retester différents produits qui sont déjà commercialisés sur d'autres maladies, pour essayer de trouver des solutions rapides à appliquer pour les viticulteurs. Mais ça demande un travail en amont. Donc, on a travaillé notamment avec l'INRAE de Bordeaux pour retravailler des méthodologies de screening de produits pour le biocontrôle sur le Black Rot, en boîte de pétri, en modèle bouture foliaire, et puis sur le terrain. Donc, ça a demandé toute une méthodologie. Et on a des bons résultats. On a quelques produits, 3-4 produits qui donnent des résultats intéressants. Et on espère, d'ici là, on est sur la deuxième année, dans 2-3 ans, pouvoir... l'année prochaine ou dans 2 ans, pouvoir proposer vraiment
peut-être, alors peut-être on n'ira pas jusqu'à une extension d'usage, mais en tout cas, il y a certains produits qui pourraient être très intéressants. On travaille aussi sur, justement, on l'a dit tout à l'heure, hein, sur comment on peut complémenter la biostimulation, c'est-à-dire mieux stimuler la vitalité de la plante pour qu'elle réponde mieux à la stimulation des défenses. On a un programme qui s'appelle Mystique, qui est développé à l'IFV Val-de-Loire, mais on a des essais un petit peu partout en France pour essayer d'optimiser aussi ces utilisations. Et puis, on travaille de l'autre côté, donc plus en aval, cette fois-ci, notamment avec les chambres d'agriculture en Nouvelle-Aquitaine. On a quelques programmes maintenant avec des viticulteurs pour intégrer du biocontrôle. Alors, c'est pas révolutionnaire, c'est quelques petites utilisations, mais vraiment optimisées au bon moment, où on essaye aussi de profiter de double, voire triple homologation en fait, des produits sur plusieurs maladies. On peut arriver à faire un calendrier optimisé pour le viticulteur, et on a des bons résultats, notamment avec la chambre d'agriculture de la Gironde, là, des bons résultats d'utilisation, de démonstration en fait, de ces produits-là. Quelle est la part du budget de l'IFV, enfin si c'est pas indiscret, pour allouer au biocontrôle, enfin. Je pourrais pas vous dire. Là, ça dépasse. Je sais pas, mais ce que je vois, c'est depuis une dizaine d'années, voilà, on a de plus en plus de collègues qui travaillent sur le sujet, de plus en plus de projets, d'appels parce qu'on va vers des appels à projets, des financements, que ce soit par la région, par les régions, au niveau national, voire au niveau européen. Et on sent, on l'a vu, c'est ce qu'on disait en introduction, il y a une forte demande des pouvoirs publics, donc on y répond, et aussi de la filière. Et effectivement, cette activité biocontrôle, elle prend de plus en plus de place à l'IFV. C'est biocontrôle avançons finalement. Oui, tout à fait. Émilie, quid des projets chez Serience autour, à court et moyen terme, autour de la vigne et du biocontrôle? Alors, toujours plein de projets chez Serience. Donc, on a un deuxième produit qui va arriver sur le marché qui s'appelle le Belvigne, qui est aussi un stimulateur de défense des plantes, mais avec un mode d'action un petit peu différent et qui peut être complémentaire du messager. On a un fongicide donc naturel qui est encore en projet et en développement. Et puis on est toujours dans cette approche d'associer. Donc j'ai parlé de la nutrition tout à l'heure, mais on s'intéresse effectivement, comme l'IFV, à l'association de nos stimulateurs de défense des plantes avec des biostimulants, parce qu'on voit qu'il peut y avoir. C'est des choses qu'on a déjà testées au labo et un petit peu en terrain, mais on va continuer donc à le tester plus largement au vignoble. Des associations et une synergie entre des stimulateurs de défense des plantes et certains biostimulants. Et puis, on regarde aussi plus largement d'autres molécules d'intérêt qui pourraient venir compléter le mode d'action de ces produits. Voilà. Donc, biocontrôle aussi au cœur de l'offre Serience demain. Et le mot de la fin revient à nos viticulteurs. Cédric, David, quelles sont vos attentes pour protéger vos vignes demain en termes de solutions? Cédric? Alors, Nicolas l'a un petit peu dit tout à l'heure, Émilie aussi, si notre vigne est en bonne santé, elle tombera moins malade. Donc, pour aider à tout ça, je pense qu'en fait, on a besoin d'aller encore plus loin dans les besoins de la vigne, dans les engrais foliaires, et analyser, je sais pas, toutes les 2-3 semaines en saison, nos feuilles, faire des analyses de sève, être très pointu sur les manques, puisqu'en fait, il y a forcément des choses, la petite analyse de sang, et puis tac, on vient corriger en allant, et on va suivre. Et je dirais que pour l'instant, on est encore pas très très fort là-dessus. On n'a pas de service local. En tout cas, en Champagne, on n'a rien. Moi, j'envoie mes feuilles en Hollande. C'est un petit peu dommage. Et peut-être la distribution doit demain nous offrir un panel d'engrais foliaires évidemment organiques. Donc la nutrition, ça passerait par la nutrition déjà, mieux nourrir la vigne. Je pense que ça serait vraiment un atout majeur en combinaison de tout ce qu'on vient de parler, évidemment. Et aujourd'hui, en biocontrôle, qu'utilisez-vous sur l'exploitation? Alors systématiquement, le messager maintenant, parce qu'on a eu ça fait des années que je le teste et on a eu des résultats vraiment tranchés. Et puis je travaille beaucoup sur la nutrition. Et vous alors, David?
Moi, je pense qu'il faut que l'on apprenne à réfléchir différemment, à envisager la lutte contre les maladies de façon différente de ce qu'on a pu apprendre ou ce qu'on a pu vivre ces dernières années. Alors, on a engagé la démarche avec l'utilisation quasi systématique de biocontrôle, mais on doit encore aller plus loin. On n'est pas du tout sur le mode de fonctionnement qu'on a l'habitude de connaître en termes avec nos produits phytosanitaires classiques. Et pour arriver à une vigne sans pesticides, puisque c'est vraiment l'objectif, je pense qu'on a besoin d'aide. On a besoin d'aide, on a besoin d'observation, on a besoin de comprendre le mode d'action de ces nouveaux produits. On a besoin de comprendre à quel moment on peut les utiliser, si on doit ajuster un peu mieux la nutrition de notre plante, effectivement. Si on doit faire, en fait, il faut qu'on apprenne à penser différemment la culture de la vigne, enfin en tout cas la protection phytosanitaire, et sans perdre de vue la production. Ça, c'est absolument clé. Et la production de qualité en particulier. Donc voilà, on est à un tournant, on est à une façon de voir la viticulture un petit peu certainement différente, de faire une viticulture différente demain, mais demain très vite. Voilà. Après, pour être optimiste, ça a quand même beaucoup bougé en 15 ans. Ça fait 20 ans que je suis vigneron. On a des outils aujourd'hui qu'on n'avait pas il y a 15 ans. Et là, on est un petit peu sur une phase de transition avec une partie du vignoble qui travaille encore comme il y a 15 ans et une partie qui est quand même beaucoup plus loin. Et puis la majorité qui est entre les deux, qui prend un petit peu des morceaux un peu partout. Et en fait, on est juste entre parenthèses en test. Et une saison viticole, c'est une fois tous les ans. Un boulanger, il recommence sa recette chaque jour s'il veut. Un cuisinier, s'il n'est pas satisfait de son plat, il recommence et 2 heures après, il a un nouveau plat. Donc nous, on a cette inertie en fait qui est. On a besoin, de toutes les belles énergies de tous les gens là qui sont autour de nous, et on a besoin d'avancer ensemble. Là, on est peut-être au milieu du gué, et puis voilà. Ça ressemble à ça. Merci en tout cas à vous tous. Merci à nos experts. Vous pouvez dès à présent poser vos questions. Donc, je vous le rappelle, à distance, il vous suffit de taper la question dans l'outil qui vous a permis à vous connecter, et dans la salle surtout, réclamez le micro. On vous le passera et comme ça, nos experts répondront à vos interrogations. Donc, ne soyez pas timides. Allez-y. Une première question. Je veux bien que vous vous présentiez, si c'est possible. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Maxime Chenoir. Je suis technicien vigne dans le Saumurois. Voilà. Moi, j'avais une question. Aujourd'hui, en protection des plantes, on a de plus en plus de problèmes de résistance et de contournement avec les solutions chimiques classiques. Et je voulais savoir si on pouvait craindre la même chose avec les produits de biocontrôle à l'avenir. Émilie ou Nicolas? Je vous donne une réponse. Après, je sais pas. Ça sera peut-être pas la réponse. Je sais ça. Mais je pense qu'il y a un peu moins de chances d'avoir des contournements. Ça peut arriver, parce que plus les systèmes, plus les mécanismes vont être ciblés sur vraiment la biologie du parasite, plus il va pouvoir la contourner. Mais vous avez vu, quand on a parlé tout à l'heure des modes d'action, ils sont quand même assez divers, assez parfois indirects. Et il y a peut-être moins de chances d'avoir des contournements par rapport à des molécules chimiques un peu classiques de synthèse qui vont bloquer une chaîne respiratoire, vous voyez, ou des choses comme ça, qui peuvent être facilement contournées. J'ai l'impression que quand même on est sur des modes d'action qui sont peut-être moins enclins à avoir des résistances. Après, on ne sait pas, peut-être dans plusieurs années, on pourra peut-être voir sur certains produits des contournements, mais comme ça, avec le profil des produits qu'on a, il y a quand même un peu moins de chance. Je ne sais pas ce qu'on en pense, peut-être mes collègues. Oui, je partage complètement, d'autant plus que certains produits cumulent différents modes d'action. Donc c'est un avantage supplémentaire, et d'où l'intérêt d'étudier les modes d'action.
des produits de biocontrôle qui sont destinés à être distribués, parce que dès lors que on est sur une pluralité de modes d'action, on sécurise aussi les chances d'efficacité, mais également le fait d'éviter ces problèmes de résistance. En tout cas, je partage tout à fait ce qu'a dit Nicolas. Le risque, pour moi, est très faible au vu des différents modes d'action possibles. En attendant une autre question de la salle, nous avons des interrogations qui nous arrivent par donc nos auditeurs en distanciel. Donc, une vigne sans pesticides de synthèse, est-ce possible lors d'une année culturelle très difficile comme 2021 en Champagne et ailleurs? Nicolas ou Émilie? Ça a été, oui, je laisserai la parole aux viticulteurs. C'est peut-être eux aussi qui ont été le plus impactés finalement directement. C'est certain. Juste pour rajouter quelque chose, je ne l'ai pas dit dans la présentation tout à l'heure en termes de projet, mais on travaille sur des systèmes, on commence à travailler sur des systèmes assurantiels. Sur de la prise de risque, justement, de réduire les intrants. Pas spécialement sur le biocontrôle, mais simplement sur la réduction générale des intrants. Quand les viticulteurs vont prendre le risque de moins traiter, de faire des impasses de traitement, des choses comme ça, on prend un risque avec la météo qu'on peut avoir un peu chaotique certaines années. C'est un risque qui est pris, et il y a des travaux qui sont faits, notamment avec, justement, encore à Bordeaux, avec l'UMT Seven, donc l'association de l'INRAE et de l'IFV. Et il y a des travaux avec des entreprises d'assurance pour essayer de réfléchir à des modèles pour accompagner les viticulteurs dans cette prise de risque. Voilà, je laisse la parole à Cédric David, en Champagne d'abord, 2021. Oui, pour reparler de 2021, moi ce que j'ai observé sur toute l'exploitation, c'était assez varié. Le plus gros problème de 2021, c'est le cumul des aléas climatiques. Il s'est passé plusieurs choses. D'abord, on a gelé. Donc on a eu 3 gelées noires, une gelée blanche. Donc on a stressé la vigne, elle s'est bloquée complètement. Elle a mis 3 semaines avant de redémarrer, et quand elle a démarré, elle a poussé extrêmement vite. Une vigne, elle ne peut pas mettre toute son énergie dans la croissance et dans sa défense. Donc on a commencé à avoir des orages à ce moment-là, alors qu'elle était en pleine croissance. Elle avait une fragilité extrême. Donc toutes les vignes gelées ont été touchées extrêmement tôt. Celles qui n'avaient pas gelé, aucun problème. Deuxième chose, j'ai grêlé sur moitié de l'exploitation. Une grêle très légère. À vue d'œil comme ça, ça paraissait pas grand-chose, sauf que quand on a commencé à palisser, les brins cassaient. Et il s'est passé exactement la même chose, c'est-à-dire que la vigne a été à nouveau stressée, et en fait on a cumulé les orages tout le temps en 2021. Et protection ou pas protection, de toute façon la vigne elle n'était pas du tout armée pour se protéger, et en fait on a bien remarqué que les vignes gelées, juste gelées, on a fait une récolte, on va dire, très moyenne. Les vignes gelées, grêlées, là, on n'a absolument rien récolté. Et les vignes qui n'avaient ni gelé ni grêlé, alors 17 passages, 5 kilos de cuivre, mais on a récolté 8000-8500 kilos de l'hectare. Voilà. Donc il y avait vraiment une corrélation. Et là, pour le coup, qu'on soit en bio, en pas bio, c'était la catastrophe pour tout le monde, quoi. Mais on a tellement cumulé les aléas que... Oui, là, c'était exceptionnel, une année vraiment exceptionnellement catastrophique, en fait. Alors, les vignes en bio ont été touchées un peu plus rapidement, mais en fait, à la fin, la vendange, ça se jouait à 1000 kilos de l'hectare, quoi. Et en Anjou, du coup? En Anjou, 2021, c'était un petit peu compliqué. On a eu aussi le gel. Alors, à l'échelle de notre exploitation, on a pris un petit peu plus de risques. La récolte étant plutôt très faible dans certaines parcelles, on a pris quelques libertés avec des programmes phytosanitaires très serrés. On s'est aperçu que c'était effectivement très compliqué, et là j'ai eu un échec retentissant sur une partie de l'exploitation. Alors évidemment, la perte est relative puisqu'on partait d'un niveau de rendement extrêmement bas lié au gel. Sur le reste de l'exploitation, on n'a pas pu se passer des produits de synthèse, mais par contre on a réussi effectivement à sauver la récolte. Alors les produits de synthèse se sont quasiment systématiquement accompagnés de produits de biocontrôle, de stimulateurs de défense, donc en particulier de messagers. Et du cuivre un peu quand même aussi. Un petit peu de cuivre, et pour un résultat d'IFT qui est quand même relativement restreint en 2021, puisqu'on est en dessous de 6 de mémoire.
Donc c'est plutôt pas mal, et un nombre de passages aussi assez limité. J'ai réussi à limiter à 5 passages. Alors la végétation a poussé extrêmement vite. Le gel fait que les premiers bourgeons ont commencé à apparaître qu'au 15 mai. Ça réduit évidemment le temps pour lequel il est nécessaire de protéger la plante, puisque arrivé au 15 juillet, les plantes étaient rendues au bout de leur cycle, et puis la fin pour nous en tout cas, l'été 2021 a été plutôt correct, sans excès d'eau. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? On a, nous, des questions qui nous arrivent par les auditeurs en distanciel. Non? Allez, je continue. Comment concevez-vous l'accompagnement par les distributeurs dans le développement du biocontrôle? Peut-être plutôt Émilie. Alors, on a bien vu, nos deux vignerons l'ont précisé, que ce sont des produits avec des modes d'action qui sont parfois originaux, différents des produits classiques que vous aviez l'habitude d'utiliser jusqu'à présent. Et donc, on voit bien que les distributeurs, ils ont vraiment c'est vraiment les distributeurs sont une clé et ils ont vraiment leur rôle à jouer dans l'accompagnement en fait sur le positionnement, sur effectivement il y a quand même de la pédagogie à faire autour de ces nouveaux produits pour que les vignerons puissent se les approprier, construire effectivement leur programme avec. Donc pour moi il y a vraiment un besoin d'accompagnement et voilà. Je vais redonner la parole à nos viticulteurs. Et vous attendez quoi de la distribution, des techniciens de la distribution vis-à-vis de cette offre de produits un peu particulier, on va dire? Déjà que l'on reçoive l'information de l'arrivée de nouveaux produits éventuellement sur le marché, et puis surtout qu'on nous explique les modes d'action, et qu'on nous aide à avancer différemment dans notre protection phytosanitaire. Je crois que c'est assez clé. Alors moi, j'aime bien séparer la distribution du conseil. Oui. La vente du conseil plutôt. Oui. La vente du conseil, oui. Donc on travaille avec des cabinets indépendants pour le conseil. Et en fait, la distribution, pour moi, il faut qu'elle soit là avec les bons produits au bon moment. Parce que souvent, quand c'est le feu, voilà. Et si je reviens sur les engrais foliaires, je trouve que pour l'instant, on n'est pas forcément... on n'a pas un choix immense. On en a parlé hier soir, mais je pense qu'il y a vraiment un travail à faire là-dessus pour qu'on ait beaucoup plus de précision. Alors, pour l'instant, il n'y a pas la demande, puisqu'en fait, le vigneron, il ne sait pas vraiment qu'est-ce qui manque à sa vigne. Mais demain, si on creuse dans cette direction, moi qui creuse, par exemple, j'ai pas de solution. Avec les analyses de feuilles dont vous parliez. Avec les analyses de feuilles. On analyse 50 paramètres, on voit qu'il y a 5 paramètres en rouge, 4 en orange et puis le reste en vert. Et en fait, l'idée, c'est de réajuster. Et pour l'instant, en fait, on n'a pas quelque chose d'assez pointu. Pas de conseil. En tout cas, ça existe, visiblement, puisqu'on en a parlé hier soir. Ouais. Mais dans notre distribution, on n'a pas à notre disposition les choses dont on aurait besoin. Est-ce que Cériance travaille sur des programmes complets qui alignent biocontrôle et approche agronomique? Émilie. Des outils pour le faire, effectivement, on vous a fait la présentation de l'entreprise. Cériance, historiquement, on est semencier, donc on a été pionnier quand même dans l'approche avec les couverts végétaux. Et voilà, on a aussi travaillé des choses avec la vie du sol amenée par les couverts végétaux, la mycorhisation, savoir si les couverts végétaux pouvaient être aussi un relais pour la vigne. Ou vice-versa, entretenir en fait les mycorhizes du sol. Donc ça, c'est des choses... en tout cas, on a beaucoup d'expérience, je dirais, pour avoir cette approche un peu système, avec des solutions foliaires. On est aussi, on propose une gamme d'adjuvants de pulvérisation, donc c'est aussi quelque chose, la pulvérisation à laquelle on s'intéresse beaucoup. Donc nous, on est bien conscient que il faut prendre tous les paramètres en compte, la qualité d'application des produits de biocontrôle, et puis tout ce qui se passe effectivement au niveau du sol et ce qu'on peut amener avec des couverts, par exemple, quoi.
Alors, une autre question toujours en ligne. Nous évoquons la certification HVE. Retrouvons-nous dans le label AB la présence de biocontrôle? Je ne suis pas sûre de bien comprendre la question, si vous la comprenez mieux que moi. Nous évoquons la certification HVE. Retrouvons-nous dans le label AB la présence de biocontrôle? Oui. Oui, en fait, il n'y a pas d'obligation d'utiliser du biocontrôle en agriculture biologique, mais si vous regardez la liste des produits biocontrôle utilisables sur vigne, il y en a 95% qui sont utilisables en bio. Donc oui, on l'a dit tout à l'heure, Marielle en a parlé, la réduction des doses de cuivre, c'est quelque chose d'important aujourd'hui. Donc arriver à complémenter avec du biocontrôle, c'est important. Mais il n'y a pas de... En fait, c'est juste un cahier des charges. Enfin, c'est pas un cahier des charges. Enfin, c'est un mode de production où il y a voilà, il y a une liste positive de produits, etc. Il n'y a pas d'injonction spécifique à utiliser du biocontrôle, mais naturellement, l'usage du biocontrôle se fait. Et puis, les bio utilisent du soufre qui est assez biocontrôle, etc. Donc oui, on retrouve ça. C'est-à-dire que effectivement, les deux notions biocontrôle et agriculture biologique, elles n'ont rien à voir entre elles. Mais on va retrouver beaucoup de biocontrôle dans l'agriculture biologique, bien sûr. Alors, une autre question. Quels sont les outils d'aide à la décision qui vont me permettre d'optimiser le positionnement de mes solutions de biocontrôle? Effectivement, voilà, les solutions de biocontrôle ne s'appliquent pas comme les solutions classiques chimiques. C'est souvent plus fin, plus... Est-ce qu'il y a des OAD sur le marché? Oui, nous on travaille sur un OAD qui s'appelle Décitrate, mais il y en a d'autres. Hein. Voilà, c'est des OAD qui vont pouvoir synthétiser en fait les conditions météo, les traitements qui sont réalisés par le viticulteur, la modélisation, donc la modélisation de l'apparition des maladies, et ça peut permettre de mieux positionner les produits. C'est ravageurs et maladies du coup? Plutôt maladies, pas ravageurs. Non, c'est plutôt, enfin, en tout cas, l'OAD dont je vais parler, on est plutôt sur les ravageurs, surtout mildiou notamment, parce que c'est quand même une maladie assez chaotique qui va arriver avec les épisodes pluvieux, les cumuls de pluie, etc., qui sont difficiles à prévoir. Et dans ces outils, on n'a pas directement l'entrée, je mets un biocontrôle, c'est pas aussi simple que ça. Par contre, nous, dans les projets dont je vous ai parlé tout à l'heure, notamment le déploiement sur des grandes parcelles chez des viticulteurs, on rajoute à cet OAD des règles de décision. C'est-à-dire que par rapport à ce que va nous donner l'OAD, on va dire, là, c'est le bon moment, on voit que la pression, par exemple, mildiou, elle est moyenne, il faut traiter, mais on va peut-être passer avec un biocontrôle et une petite dose de produits fongicides, par exemple. Donc oui, on travaille sur des règles de décision qui, j'espère, si elles sont bien mises en œuvre et qu'elles nous donnent des bons résultats, seront intégrées ensuite dans cet outil pour expliquer aux viticulteurs comment appliquer les produits. Tout à fait. Mais c'est clairement une voie de développement, ça sera très important pour aider les viticulteurs à utiliser tous ces produits. Vous voyez qu'il y a quand même une multitude de produits, des multitudes de modes d'action. Donc le viticulteur, il n'aura pas le temps de tout compulser. Il faudra un outil qui permette de tout synthétiser et lui proposer les meilleures solutions au bon moment. Tout à fait. Alors, un auditeur nous indique qu'on a parlé des résultats d'essais au niveau de la Nouvelle-Aquitaine. Qu'en est-il au niveau de l'Occitanie? Avez-vous des informations concernant les avancées du biocontrôle sur cette région, en Occitanie? Je vais répondre à toutes les questions. Oui, non, mais bien sûr, j'ai des collègues qui travaillent en Occitanie. J'en ai pas beaucoup parlé, mais notamment à l'IFV à Nîmes, on a un pôle sur le biocontrôle, notamment un gros travail sur des tunnels, en fait, une plateforme, voilà, sous bâche, en fait, qui permet de travailler sur des vignes en pot et de travailler notamment sur la pulvérisation, sur des facteurs qui peuvent influencer l'efficacité, notamment l'hygrométrie, la température, le lessivage. Donc il y a beaucoup de travaux qui sont faits et c'est fait en partenariat, cette plateforme, avec le CTIFL, donc l'Institut technique qui s'occupe des fruits et légumes. Voilà. Et donc les collègues qui travaillent aussi notamment, alors effectivement j'ai parlé de Nîmes, travaillent sur toutes les solutions dont je vous ai parlé tout à l'heure, les projets Zéro Black Rot, etc. On a aussi un pôle aussi en Occitanie à Gaillac, qui travaille aussi toutes ces questions-là, notamment des règles de décision dont je vous ai parlé tout à l'heure, les OAD, là, pour combiner sur le mildiou des réductions de cuivre et l'utilisation de biocontrôle. Non, il y a beaucoup de... Je suis désolé, parce qu'effectivement, moi j'ai le prisme un peu bordelais, mais on est tous mobilisés à l'IFV, aussi bien, j'allais dire, on a vraiment des gros pôles Val-de-Loire, du côté donc de Gaillac, Nîmes, ce sont des unités où on travaille beaucoup le biocontrôle et il y a une production de référence sur les produits de biocontrôle dans ces régions. Merci Nicolas. Bon, on va vous laisser reprendre haleine. Je vais me tourner vers nos amis viticulteurs. Un auditeur nous demande s'il ne faudrait pas finalement communiquer davantage vers le grand public pour accompagner le développement du biocontrôle.
oui, c'est sûr, mais qui paye, enfin, comment faire? Non, après, il y a des outils très simples. Alors, faut pas oublier qu'il y a la loi E20 en France. Il y a ça aussi. Donc, on ne peut pas se permettre de faire n'importe quoi. Après, la loi E20 ne touche pas Internet. Donc, les réseaux sociaux sont assez intéressants pour ça. Alors, c'est difficile, par exemple, d'imager le messager sur Instagram. Par contre, des panneaux ultraviolets pour stimuler les défenses naturelles de notre vigne, on peut le faire. Voilà. Alors, et ça, on est complètement dans le cadre. C'est un travail de tous les jours. On reçoit énormément de gens. On en parle. On a des ambassadeurs formidables dans le monde entier, des sommeliers, des restaurateurs, des importateurs, des agents, des cavistes. Et en fait, à nous de former tous nos ambassadeurs pour mailler et puis transmettre cette information. Mais c'est en cours, clairement. Mais c'est des choses qui prennent du temps. D'autant que les solutions sont tellement complexes. Je me dis, est-ce que le grand public est capable? Enfin, je veux dire, voilà, c'est compliqué quand même. Et puis chaque solution, chaque ravageur, les approches sont différentes. Est-ce qu'ils peuvent vraiment comprendre la différence entre le bio et le biocontrôle? On ne finalement rentre pas forcément dans le détail, oui, mais en fait, Émilie l'a dit tout à l'heure, la plante, elle a énormément de corrélations avec nous, avec l'être humain. Et en fait, la stimulation de défense naturelle et la bonne santé, ça parle. Après, il n'y a pas besoin de rentrer dans les détails. Oui, c'est certain, effectivement. Il y a de votre côté, David. Je pense qu'on doit être fier de notre métier, de l'expliquer. Le biocontrôle, c'est un des arguments qu'on peut développer, effectivement, mais on ne fait pas que ça dans nos vignobles. Il y a l'implantation de haies. Je sais qu'il y a chez Cédric, il y a des poules, il y a des moutons, il y a toute une panoplie d'outils qui sont extrêmement intéressants pour communiquer. Et le biocontrôle vient se rajouter à ce panel qui doit nous permettre de communiquer sur notre métier, qui est quand même un des plus beaux du monde. Quand même. Et effectivement, la clé, c'est sans doute de parler plutôt de réduction de l'impact, ce que vous disiez au tout début de cet échange, plutôt que de rentrer dans le détail. Enfin, je parle au niveau de la communication grand public ou des clients, de rentrer dans le détail des solutions, parce que là, c'est juste pas possible. On est d'accord. Une autre question toujours de nos auditeurs en distanciel, quel est l'écart en pourcentage de prix, attention, entre un traitement de synthèse et un traitement en biocontrôle? C'est très compliqué ça, je pense, parce qu'en fonction des maladies, c'est très difficile de répondre à cette question-là. Peut-être en prenant un exemple? Peut-être un micro. Merci. Bonjour, Thierry Bocan. Donc, je suis négociant depuis une trentaine d'années. Et précédemment, j'avais une dizaine d'années de conseil agricole libéral. Donc, concernant la question sur les produits de biocontrôle, nous sommes aujourd'hui sur des coûts à peu près identiques avec les produits conventionnels. Voilà, donc il y a peu d'écart. La différence, c'est plus sur le choix, enfin sur les produits de biocontrôle et les différentes références. C'est-à-dire que le positionnement, on peut positionner, il y a entre 6 et 12 traitements sur la vigne, en règle générale. Donc, on va dire 5-6 les années à faible pression comme 2022. 2021, on était presque au double. Et donc, le positionnement des références se fait à certains stades. Il y a des références qui se font de bonne heure, d'autres plus tard. Mais quand on compare vraiment avec des références... Alors, c'est pas... Comment dire, l'intégration se fait pas, c'est pas blanc ou noir. On va pas faire biocontrôle ou du conventionnel ou comment dire du cuivre pour ceux qui font du bio. C'est pas comme ça que le choix se fait. C'est plus comment dire. Si je prends le messager, si je prends une image, le messager c'est une. Vous prenez un vélo, donc vous avez quelqu'un qui est avec un vélo classique. Et le messager, c'est comme si vous aviez une batterie électrique. Donc le messager permet d'aller plus loin lorsqu'il y a une grosse pression et que le vent est de face. Voilà, c'est un peu les éléments. Mais après, si on prend d'autres références, bon, le messager, quand on le prend, il est peut-être un peu plus cher, mais il apporte cette batterie
franchement, c'est vraiment la bonne image et qui vous permet d'aller plus loin et plus vite quand les vents sont contraires. Et puis, sur les autres produits de biocontrôle, je pensais aux phosphonates. Quand ils sont associés avec des produits de contact, on est franchement au même niveau de prix. Alors, l'expérience que nous, on a à Chablis, en moyenne, quand vous êtes sur une pression faible, on peut monter sans risque, je parle à tous les viticulteurs qui sont présents, vous pouvez aller sans risque jusqu'à 50-60% de l'ensemble, enfin pour ceux qui sont conventionnels, vous pouvez monter à 50 ou 60% de vos références en produits de biocontrôle, ça passe, par rapport à une protection mildiou et iodium. Et une année à forte pression, on arrive à 30%, parce que là on est obligé de prendre des références beaucoup plus solides, parce que la grande différence entre des références biocontrôle, c'est qu'elles tiennent souvent entre 10 et 20 mm d'eau, et des références plus de la chimie conventionnelle, on arrive entre 20 et 35, parfois plus, en résistance aux quantités d'eau qui tombent. Donc c'est un élément important. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci pour votre témoignage, monsieur, très éclairant. Alors, comment Cériance accompagne-t-il les viticulteurs dans la promotion du biocontrôle? Est-ce que le réseau des vitiréférents est un levier? C'est un levier qu'on cherche tous, enfin on l'a tous précisé. Le développement du biocontrôle, c'est du labo au terrain, enfin au vignoble. Et effectivement, nous, le fait d'avoir un réseau de viticulteurs qui nous font confiance, ça nous permet déjà d'avoir un retour sur les produits, comment ils se manipulent, est-ce qu'ils sont effectivement adaptés, pratiques et adaptés aux attentes des viticulteurs. Et puis, nous, ça nous fait vraiment des références dans différents vignobles français, dans différentes conditions climatiques, et donc on incrémente plus vite les données et voilà, ça nous permet d'avoir un bon bagage de connaissances de nos produits. Peut-être nos vignerons veulent porter un petit point supplémentaire. Oui, alors en tant que vitiréférent, on n'est pas non plus complètement porteur de bonnes paroles, mais c'est vrai que dans l'échange, effectivement, avec nos collègues vignerons, ce sont des sujets qu'on aborde, oui. Alors, on parle de qualité organoleptique du vin dans la prochaine question. Un auditeur se demande, quand on force la défense interne de la plante, au niveau de la stimulation par des stimulateurs puissants, on influe sur son métabolisme et donc ne risque-t-on pas une modification à terme sur le plan organoleptique du produit fini ? C'est des choses qu'on a, on a fait on travaille de tout ce qui est microvinification, on va jusqu'au rendement évidemment, et puis la microvinif, on va pas forcément, mais je pense comme la plupart des produits aujourd'hui qui se retrouvent sur le marché, y compris n'importe quel fongicide ou insecticide, on ne va pas à ce point de détail. Est-ce qu'on a une influence? Alors j'ai envie de dire oui, forcément on a une influence, mais parce qu'on l'a expliqué aussi. Quand on utilise ces produits-là, on ne met pas souvent en œuvre que ce levier-là. On peut mettre en œuvre d'autres leviers, la nutrition, d'autres types de stimulation. Donc je dirais c'est le système complet qui, effectivement, va avoir une influence, pas spéciquement le produit. Sur les SDP, on agit sur des voies de défense immunitaire. Alors après, au niveau scientifique, je ne vais pas m'avancer trop, mais pour moi, c'est quand même des choses qui vont être un peu différentes des arômes qui peuvent être produits ou... Et peut-être nos viticulteurs, Cédric, vous voyez une différence d'un point de vue organoleptique en fonction des admettons que je coupe une parcelle en deux, et j'ai un protocole avec 3 messagers en début de saison et pas sur l'autre partie de la parcelle. Je pense sincèrement que ça ne changera absolument rien à ce que je vais déguster dans le verre à la fin. J'ai bossé à la cuverie expérimentale du CIVC pendant des années et j'ai eu la chance de pouvoir déguster des tas d'expérimentations. Et en dégustation à l'aveugle, en test triangulaire ABC,
il faut déjà qu'il y ait quand même des différences majeures pour trouver des dégustations, des différences significatives. Alors, je ne pense pas que pour le coup, on change. Le terroir reste le terroir, la pâte du vigneron reste la pâte du vigneron. David, le même retour de votre côté en Anjou? Tout à fait, oui. De toute façon, on est plus dans un process global d'intervention. Donc oui, non, je vois pas bien comment un seul produit pourrait modifier de façon significative le goût du vin. Surtout qu'on est en plus dans le cadre du messager, si on en parle, sur le début du cycle de la végétation. Donc je pense pas. Marielle, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je peux apporter 2 compléments. Déjà, souligner que ce ne sont pas des stratégies qui sont basées uniquement sur des stimulateurs de défense. Donc, on ne stimule pas en continu. On a fait l'expérimentation justement sur 2019-2020. Donc, c'est une expérimentation qui s'est faite sur Mâcon avec le Vinipôle de Mâcon-d'Availlé. On a comparé justement une stratégie, alors je vais dire biocontrôle parce qu'il y avait du cuivre, et puis conventionnel raisonné, et on a regardé on a comparé les caractéristiques physiques, microbiologiques et métabolomique, on va dire, au niveau des baies. Et après, on a choisi différents itinéraires de vinification aussi avec et sans sulfite, donc peu importe. Et il y avait de la biostimulation aussi. Et voilà. Et enfin, en tout cas, oui. Et on allait jusqu'à la microvinification et dégustation, et on n'a pas vu, de différence au niveau des propriétés, enfin des caractéristiques organoleptiques. On peut effectivement voir des différences sur les profils de composés globaux, pas forcément ceux associés à la qualité, mais comme l'a dit Émilie, c'est aussi parce qu'on a globalement c'est pas forcément lié directement à l'itinéraire de protection qui est utilisé, mais en tout cas on n'a pas vu de différence. Bon, on est rassurés sur cette expérimentation-là. En tout cas. Alors, on parlait d'OAD maladie tout à l'heure, Nicolas, et un auditeur nous demande prévoit-on des OAD ravageurs demain? Oui, il y a des travaux qui sont en cours aussi, notamment sur les tordeuses. Les vers de la grappe. Voilà, tout à fait, les vers de la grappe, pour essayer de modéliser justement leur apparition. Des travaux aussi sur des observations. J'ai des collègues, notamment en Charente, qui travaillent là-dessus, justement pour essayer de voir le taux de parasitisme en début de saison, pour voir si justement, si on a un taux de parasitisme assez important, ça peut-être ne pas déclencher à la génération suivante un traitement, etc. Donc oui, il y a des travaux là-dessus qui sont peut-être un peu moins développés que sur le mildiou, mais il y a des choses en cours, tout à fait. Et le cas particulier de la cicadelle, enfin c'est particulier. Et après, sur la cicadelle, non, là, j'ai pas spécialement d'exemples de travaux sur la modélisation des cicadelles, non. On n'est pas vraiment parti là-dessus aujourd'hui. On travaille sur des méthodes alternatives, effectivement, mais on est toujours bloqué par le fait, sur la cicadelle vectrice de la flavescence dorée, du fait que ce soit une maladie, un parasite de lutte obligatoire. C'est-à-dire que là, on va chercher l'éradication et la définition du biocontrôle. On est plus sur plutôt un équilibre. Et malheureusement, pour l'instant, on n'a pas encore de solution. Ça ne sera peut-être pas du biocontrôle. Il y a des travaux qui commencent aussi sur tout ce qui est confusion vibratoire, par exemple. Les Italiens ont travaillé là-dessus pour faire il n'y a pas besoin de phéromones pour que les mâles et les femelles se retrouvent. C'est par vibration, en fait. Et on peut trouver, ça commence à se développer en Italie. Il y a eu des travaux là-dessus pour refaire de la confusion. Mais modélisation, non, j'ai pas de données sur la flavescence dorée. Alors, une interrogation autour du bilan carbone. Dans le cadre des recherches sur les alternatives au traitement aux tout chimiques, biocontrôle, le bilan carbone est-il pris en compte aujourd'hui? Je pense qu'effectivement, l'agriculture, là, ça fait partie aussi des défis. Il va falloir qu'on communique. Certains vignerons commencent à le faire, la communication autour de leur bilan carbone, ou s'interroger sur son bilan carbone au niveau de la parcelle. Pour les produits de biocontrôle, aujourd'hui, effectivement, on n'a pas fait ce chemin-là, je conçois qu'il y a certaines ressources naturelles qui, effectivement, ne sont pas forcément beaucoup mieux placées que certaines molécules de synthèse.
Voilà, quand il faut traverser l'hémisphère pour aller chercher les ressources, voilà, effectivement, on peut se poser la question, elle est légitime. Bon, nous, c'est vrai que les produits qu'on développe, on a la chance d'être sur des substances, voilà, qui sont en tout cas faciles à trouver et proches de chez nous. Mais c'est sûr que c'est une question qui va arriver. Oui. Si je peux me permettre, en 2003, la Champagne a été la première filière alimentaire au monde à faire son bilan carbone. Le CIVC a des données extrêmement précises, notamment sur la protection du vignoble, les passages des enjambeurs, et donc forcément les biocontrôles sont intégrés. Cette nouvelle viticulture, pour le moment, est plus émettrice de carbone, clairement. Donc il y a des tas et des tas de choses, il y a des millions qui vont être investis dans les années à venir pour améliorer ça, notamment avec de la robotique, des tracteurs électriques, voilà. Et j'ai oublié ce que je voulais dire. On parlait de bilan carbone. Oui, ça y est, ça m'est revenu. Le choix est clair, c'est d'abord faire une viticulture plus propre pour avoir des eaux propres pour la santé humaine. Et il y a d'autres voies qui sont sur de la compensation, alors je ne sais plus le mot, mais des systèmes où on bloque carrément le carbone avec des végétaux. La séquestration. La séquestration carbone, merci. Ouais, donc il y a beaucoup de choses qui sont en cours, mais parfois, enfin, le système n'est pas parfait, parfois il faut faire des choix. La priorité absolue, c'est la qualité des eaux. C'est la première étape. C'est la première étape, mais en parallèle, il faut, on est dessus, quoi. Eh oui, non. Paris ne s'est pas fait en un jour, effectivement. Donc, y a-t-il d'autres questions dans la salle? Le micro. Merci. Bonjour, Laurie Nuchard, je suis vigneronne à Verzy, toute jeune vigneronne sur un domaine qui est jusque-là encore assez conventionnel et pour lequel j'espère prendre un tournant plus éco-responsable. Vous avez évoqué tout à l'heure la lenteur due au cycle annuel de la vigne, des expérimentations et des retours d'expérimentation. Est-ce que vous pourriez nous faire un bilan, dans un souci de gain de temps, sur ce qui pour vous a été le plus bénéfique en termes de biocontrôle? Peut-être les viticulteurs, vous posez la question aux oui, viticulteurs. Il n'y a pas de solution magique. En fait, je pense que encore une fois, quand on commence à expérimenter, il ne faut pas le faire sur toute l'exploitation. Il faut choisir des petits morceaux. Et surtout, il ne faut pas hésiter à s'entourer de cabinets indépendants pour donner des petits coups de main. Parce qu'en fait, c'est assez dur de changer complètement de façon de penser. Quand on a une sécurité avec les produits phytosanitaires sur un nombre de jours, voilà. Quand on commence à aller vers une autre viticulture, il y a un raisonnement qui est complètement différent. C'est ce qui m'a coûté mes 5 parcelles en 2007 d'ailleurs, parce que un samedi soir j'avais fait un petit peu la fête et puis il fallait que j'aille resulfater le dimanche matin avant la pluie. Ils annonçaient la pluie l'après-midi, sauf qu'à 10h il pleuvait et donc j'ai perdu ma récolte. Voilà. Donc en fait c'est une autre façon de voir les choses. C'est pas si compliqué. Et bon, après, pour répondre à votre question, il n'y a pas un produit de biocontrôle magique. C'est, voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment une boîte à outils où on va piocher. Effectivement, moi, quand j'entends Nicolas dire qu'il y a un gros travail de développement des OAD, ça, je pense que demain, ça pourrait être des outils formidables quand on commence à se poser la question de ce type de viticulture, parce qu'on va acquérir l'expérience beaucoup plus rapidement. Je partage l'avis de Cédric. En fait, la clé, c'est s'entourer. Faut pas rester seul. Hein. Vous êtes face à une situation un peu particulière, à une façon de penser différente. On a besoin d'avoir autour de nous des techniciens, des gens qui nous rassurent, des gens qui nous inquiètent, des gens. Mais sachez que c'est vous qui gardez la main.
C'est vous qui allez vous faire votre propre expérience. Vous avez certainement une grande connaissance de vos terroirs, de vos terrains, de votre région. Donc appuyez-vous là-dessus et puis entourez-vous. Écoutez tout le monde et prenez vos propres décisions. Voilà. Mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense que nous allons clôturer cette table ronde. Merci encore une fois à nos experts, à nos 2 vignerons d'avoir été avec nous. Merci à vous. Je ne sais pas si Denis veut ajouter un petit mot de la fin éventuellement. 1, 2. Oui. Oui, mais merci donc aux intervenants de cette table ronde et pour la qualité de leurs réponses très intéressantes. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Donc, ça me rassure hein, sur l'avenir du biocontrôle. Voilà, j'ai trouvé des clés et des leviers pour le développement de ces solutions et l'intégration de ces solutions dans un ensemble, comme vous l'avez dit, dans une combinaison ça a été cité, de boîtes à outils, enfin d'outils en fait, pour arriver à limiter le recours aux intrants non renouvelables, puisque c'est bien ça l'objectif, et c'est ça le projet de la viticulture. Donc j'espère que ça vous a apporté beaucoup de réponses et que vous avez passé un bon moment. Donc merci pour votre participation. Et puis on va clôturer ce colloque. Merci.